Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va bien, écoute, on est quel jour aujourd'hui? Mardi, Ouais. début de semaine, écoute, on a la pêche. Déjà, comment tu t'appelles? Donc je m'appelle Bakang, C'est comme ça qu'on t'appelle? ouais, tout le monde m'appelle Bakang. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Plein de choses. Je suis entrepreneur de base et j'ai monté une agence, une branding compagnie avec mon frère qui s'appelle Lucky Day Creative. Le quoi? Lucky Day Creative. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne en fait les marques pour travailler sur leur message, sur leur image et sur leur façon de traduire ce qu'ils ont en tête et en faire quelque chose qui connecte directement avec leur audience. Souvent, on les aide à prendre des risques en fait. D'accord. Et t'es entrepreneur, t'as monté quoi comme boîte? Alors, la première boîte que j'ai montée officiellement s'appelle Dear Musli. Donc, on faisait des céréales pour petit déjeuner. Euh, Sain, bio, croustillant, croquant, tout ce que tu veux. Donc voilà, Dirm aussi, ça c'est la première boîte Et, officielle. et comment c'est venu après de monter une agence de marketing ou de communication? En fait, c'est drôle, c'est que pendant qu'on faisait Dirm aussi, tout le monde regardait un peu ce qu'on faisait en termes de branding, etc. Et il se trouve que les gens aimaient, appréciaient beaucoup le travail. Nous, on faisait tout nous-mêmes. On nous posait souvent la question de savoir avec quelle agence vous passez, comment est-ce que vous bossez sur tel message, etc. Et on leur a dit que bah non, on fait tout nous-mêmes en fait, on fait ça tout seul. Dicom, mon frère avait un background agence. Il n'est pas resté très longtemps, mais voilà. Et puis moi, j'ai toujours été un amoureux de tout ce qui est pub, tout ce qui est message, tout ce qui est wording, etc. Et du coup, il y a des marques qui ont commencé à nous contacter pour nous dire, bah écoute, est-ce que ça vous dirait en off de bosser sur tel aussi tel projet. Et donc, du coup, pendant qu'on faisait Dire Musli, on accompagnait aussi, on conseillait différentes marques sur différents positionnements, etc. Parce que ça veut dire qu'à la base, vous avez commencé à faire la promotion de votre marque, votre première entreprise, Ouais. tout seul, sans aucune agence, sans personne. On a toujours été tout seul, sans agence, sans personne. Vous Euh, trouviez les idées du coup pour vous promouvoir tout seul. ouais, c'est ça, je pense qu'on a grandi avec de base. On a toujours été très observateur, on a toujours été admiratif de ce qui se faisait partout dans le monde en réalité. Et l'idée pour nous de voir des marques sans âme, entre guillemets, ça nous ennuyait profondément, quoi. Et donc, nous, on s'est promis à chaque fois qu'on allait créer quelque chose, que ce soit un projet personnel ou un projet avec des partenaires, de faire la différence. Donc, pour nous, c'est important d'avoir une identité forte. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens et du coup maintenant de nos clients qui ont une image de ce qu'est une image ou une identité forte. Et puis quand on commence à discuter avec eux et qu'ils voient là où on veut les amener, ils sont toujours un peu au début réfractaires, puis après ils accompagnent. Donc ouais, quand on est arrivé, on s'est dit non, on va le faire tout seul parce qu'on a cette identité forte et on veut absolument la montrer et la partager avec le monde. D'accord, on va y revenir un peu plus tard. Quand vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce que Dicom est ton frère, Ouais. quand vous décidez de vous lancer là-dedans, votre famille a réagi comment? Euh, Au début, on n'en a même pas parlé. Si tu veux, on l'a fait naturellement, tu vois. Et nous, on est plus du genre à parler quand c'est fait, en vrai. Donc, faut savoir que le premier truc que j'ai fait en mode entrepreneur, c'était... bon, déjà, j'ai vendu des baskets, comme tout le monde, tu vois, dans le quartier. Après ça, pendant la campagne d'Obama, la première, j'étais à Toronto pour mes études et mon stage. Et quand je suis revenu, j'étais revenu avec un t-shirt Obama. Et tout le monde me demandait, tout le monde m'arrêtait dans la rue, comment t'as eu ce t-shirt? C'était sa première couverture du Times. Et mon cousin me dit, il y a un truc à faire, tout ça, tout le monde te le demande. Donc après, on s'est mis à deux. C'était la photo façon Obé là? Ouais, un peu. Ouais. Et du coup, je prends le t-shirt, on l'envoie en Chine.
Et après, on en fait plein, plein, plein. Ils reviennent, on les vend comme jamais sur Paname. Et ça, c'était vraiment la première expérience entrepreneuriale pour moi. Genre, vendre un produit pour la première fois. Donc, je pense qu'on a toujours eu ce truc-là. Mon grand frère aussi, Tonje, a monté une plateforme audiovisuelle qui s'appelait du coup AfroStream, qui est un équivalent de Netflix avec du contenu afro pour les afrodescendants, etc. En fait, c'était pour les afrodescendants, mais pas que. Donc on a toujours eu ce truc-là, tu vois. Et avant ça, il avait fait la première version du Jamel Comedy Club qui s'appelait le Comic Street Show. Euh, donc ouais, il y a toujours eu ce mouvement où on a toujours été impliqué dans ce qu'il faisait aussi. Donc c'était tout naturellement, si tu veux, qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et comment on décide de, pas de switcher, mais en tout cas de s'ouvrir et de dire, ben, on peut proposer nos services de communication à d'autres personnes, alors qu'à la base, on n'est pas communicant Ouais. et que juste on a eu des bonnes idées, et pourquoi pas les proposer à d'autres gens. Alors, je dirais que finalement, on a toujours été des communicants, mais on n'a jamais été de façon publique, professionnelle, tu vois. Mais on a toujours été des communicants parce que ce soit quand on vendait nos t-shirts pour, enfin, tu sais, au niveau de la campagne d'Obama, que ce soit quand on accompagnait mon frère qui faisait Comic Street, il avait déjà à l'époque des flyers qui étaient franchement dignes des covers de films américains à l'époque, tu vois. Quand ici on était encore sur des covers à 2 balles, tu vois. Euh, il y a toujours eu cet esprit de communication que finalement on a toujours vu, c'est-à-dire que quand tu regardes, et on est très inspiré en réalité, surtout à l'époque par la culture américaine, tout est super bien packagé. Une série, un film, un concept, une idée, c'est toujours bien packagé. Et pour moi, le packaging, c'est pas seulement physique. Le packaging, c'est aussi, je vais prendre l'exemple de Reebok à l'époque, Reebok avec 50 Cent, où bien évidemment, tu as le produit physique qui va être la chaussure, la boîte, mais tu as aussi le packaging qui est en réalité 50 Cent, sa team, et tu vois, et tout ça, ça t'amène une brand qui finalement est vendable. Et ça, je pense qu'on a toujours eu, tu vois. Et donc, en fait, la seule transition qu'il y a eu réellement, c'est que bah, les gens sont venus nous voir parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait avec Dear Musli et qu'ils sont venus nous voir naturellement. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ah bah écoute, s'il y a une telle demande, pourquoi pas en faire quelque chose d'un peu plus viable, sérieux. Alors, j'ai deux petites questions par rapport à ça. Hmm. La première, c'est comme vous avez utilisé à la base des canaux de communication qui vous sont propres à vous, Ouais, est-ce que il y avait une démarche réfléchie derrière ça, dans votre manière de communiquer? toujours. C'était quoi la démarche? Bah, ça dépend de ce que tu veux dire. Si tu veux parler de les réseaux sociaux, par exemple, bah, nous, on a toujours eu, en fonction de ce que tu veux faire, faut trouver. Enfin, on réfléchit d'abord à ce qu'on veut dire, et après, on réfléchit à comment on va l'illustrer sur les canaux qu'on va utiliser. Et donc, pour nous, à l'époque, en tout cas, de Dire Music, c'était Instagram, Facebook, parce que c'est ce qui fonctionnait mieux. Et après, Facebook, on a très vite tourné comme étant la plateforme sur laquelle on allait donner de l'information un peu plus développée. Donc, type news, etc., etc. Et Insta, ça allait être beaucoup plus la plateforme sur laquelle on allait faire des choses très très léchées, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, euh, très peu très peu de concepts écrits et beaucoup de consommables simples, tu vois, mais de très très haute qualité. Et la deuxième question, c'est comment, comment on trouve des idées pour les autres quand on a juste simplement eu des bonnes idées que pour soi à l'origine? Euh, En fait, c'est vraiment se mettre à la place des autres, en fait. C'est se dire que... déjà, je pense que la première chose, c'est qu'on travaille que sur des projets qui nous passionnent. Il faut vraiment qu'on soit passionné par un projet. Et à partir du moment où tu es passionné par ce projet-là, tu as une facilité pour te mettre à leur place et les comprendre. Il y a une particularité chez nous, c'est que nous, on est là pour les challenger, en fait. Donc, même si j'ai envie de me mettre à ta place, c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vais me mettre à ta place et à la place de ton client aussi, parce que j'ai envie de le comprendre. Je vais aussi challenger ta façon de percevoir ton client.
Ton client, entre eux, surtout pour les grosses boîtes, quand ça fait 40 ans que tu lui parles, il a changé, tu vois. Et donc, mon travail, c'est de faire en sorte pardon, de te montrer qu'il a changé, ce qu'il est devenu, et aussi une poche potentielle de nouveaux clients, tu vois. Euh, et donc, tu sais, des marques qui me parlent aujourd'hui, c'est des marques qui peuvent paraître mais super classiques, tu vois, que j'aimerais moi transformer, tu vois. J'en ai mentionné Colgate, Ajax et autres, tu vois. C'est des marques vraiment où je me dis, il y a tout à refaire. Aujourd'hui, ils sont pas assez flexibles, ils savent pas rebondir sur les trends. À un moment, il y avait une trend, je sais pas si tu l'as vu sur Insta et sur TikTok, qui était de nettoyer l'écran là. Et en fait, tu changeais de ton visage, changeait, tu devais changer de vêtements, ou je sais pas quoi. Tu Ouais, te rappelles ce truc-là? ouais, je vois. Tu vois, tout ça, j'ai vu aucune marque, on a vu aucune marque s'appuyer sur ça pour reprendre et faire un truc sympa, tu vois, un challenge ou Ajax ou autre, tu vois. Et c'est ça qu'on veut apporter en fait à ces grandes marques-là, tu vois. Colgate, pareil. Le nombre de TikTok qui se font devant un miroir. Et il n'y a pas une campagne énorme sur le sujet. Genre, nous, ça nous choque. Mais tu donnes des idées là, du coup. Je donne des idées, mais c'est petit comparé à tout le développement qu'il y a derrière. Tu vois, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas forcément seulement l'idée, c'est ta capacité à l'exécuter, tu vois. Et je pense on est unique dans le sens où on a, on a cette chance de pouvoir comprendre le client et de trouver les bons mots pour le taper. Et surtout, si tu viens nous voir, c'est vraiment pour prendre des risques. Il y a plein de marques, plein d'agences, excuse-moi, sur la place du marché que tu peux aller voir. Tu leur dis, je veux ça, ils vont faire ça. Et si tu viens nous voir, nous, c'est pour que justement on te challenge et que derrière, cette prise de risque euh, égale à un résultat encore plus fort que ce qu'on aurait pu imaginer. Ben, ce que je disais, c'est que ce qui m'a impressionné, moi, et je te le disais un peu en off, c'était que pour moi, c'est vraiment un art bien particulier de vendre des marques et Mhm. de créer. En fait, c'est là, ce que je trouve créatif, moi, dans le métier de communicant ou de marketeur, c'est de créer une histoire autour d'un produit donné. Mhm. Parce que j'ai déjà parlé avec des amis à moi qui sont dans ce domaine qui me disaient, ouais, on n'est pas tellement créatif en fait, tu vois, parce Mhm. que juste on a un produit à vendre, on doit le vendre de la meilleure manière possible et basta, tu vois. Et moi, je trouve ça juste incroyable de créer à chaque fois une nouvelle histoire Mhm. autour d'un produit donné. Et je pourrais presque lier ça comme si tu me donnais un sujet et tu me disais écrire une nouvelle avec. Pour moi, c'est un peu la même idée, tu vois. Mais c'est un métier qui est vraiment à part. Moi, je pense que justement, quand tu es passionné, c'est ça. C'est que, comme je dis, à partir du moment où tu sélectionnes une marque avec laquelle tu veux bosser, c'est une aventure. Et tu les amènes quelque part. Tu vois, tu veux les amener quelque part. Tu veux qu'il y ait un protagoniste. Le protagoniste peut être une personne, peut être juste le produit, mais il doit se passer quelque chose et tu dois créer une émotion. Et euh, moi, je trouve que c'est un art, tu vois, entre guillemets, dans le sens où si entre le moment où tu as été en contact avec la marque et la fin de ce contact-là, expérience, j'ai réussi à te transmettre une émotion, te faire rire, sourire, ou bien juste te rappeler ton enfance, j'ai gagné. Maintenant, si j'arrive en plus de ça à te changer de façon positive l'image que tu avais de cette marque-là, qui peut être considérée comme vieillotte, là c'est le max du max du max. Et ce genre de travail-là, il se fait sur plusieurs messages, tu vois. C'est plusieurs messages que tu balances pour pouvoir y arriver. Mais pour revenir à ta question, vraiment de base, c'est se mettre à la place du client, c'est l'écouter, tu vois. Genre, il y a tellement de gens, quand ils se posent, écoute-le d'abord. On connaît son historique, tu as fait tes recherches, tu l'écoutes et essaye de lire aussi en même temps entre les lignes, tu vois. Et après, je pense que la deuxième chose, c'est quand tu es dans cette position de vouloir prendre des risques, tu peux lui faire des propositions qui sortent un peu des chantiers battus. Tu sais, il y a une règle, et je pense que tes amis te le diront aussi, que ce soit graphiste, etc. C'est que ton client, tu lui proposes trois idées, une super risquée, une vite fait, et celle du milieu, et qui est un peu bien, il prendra celle du milieu. Et ça, il y a beaucoup d'agences, de graphistes qui le font, tu vois. Et c'est pas cool parce qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils savent que tu veux l'idée du milieu. Donc, ils vont te faire un truc
pourri au début. Ils vont te faire un truc qui va vraiment trop left, juste pour que tu prennes celle du milieu. Et c'est pour moi pas cool, dans le sens où, déjà, il a payé pour avoir les 3 propositions, et 3 propositions de qualité. Et de deux, il se repose sur ta peur de ne pas prendre de risques. Et finalement, quand tu veux une pub, toutes les pubs qui t'ont marqué, c'est des pubs où les mecs ont pris des risques. Ok. Pour revenir un peu plus à la raison pour laquelle c'est intéressant que tu viennes ici, Ouais. c'est que il y a un truc qui transparaît, même dans ta description que tu fais du métier, de ton nouveau métier Ouais. de communicant, c'est que tu aimes être hors des sentiers battus. Je sais pas si c'est Ouais. conscient ou pas. Et ça m'avait frappé rien que de par le fait de créer cette première marque, vraiment, qui est Dear Musli, qui est une marque de céréales, mais pas que. Ouais. C'est beaucoup plus profond que ça. En tout cas, vous l'avez bien vendu comme ça. Merci. Et je trouvais ça intéressant parce que les gens qui se lancent dans le business, très généralement, ils prennent des domaines qui sont soit somme toute communs, soit qui sont pas impressionnants d'idées. Tu vois, les gens vont faire des vêtements, et ben ils vont faire des t-shirts, des pulls, on se disait ça un peu en off avant. Oui. Ils vont lancer des restos, et ils vont lancer des magasins pour vendre des vêtements, des trucs plutôt simples. Ou sinon, ils lancent un business dans le domaine dans lequel ils ont grandi. Ils ont fait des études de marketing, ils vont lancer une agence de com, ils ont fait, je sais pas, n'importe quelle étude, ils vont lancer un business. Dans ce qui est le réflexe un peu... Ce qui est le réflexe logique. Ouais. Et du coup, comme moi, je vois quelqu'un qui sort de ce chemin-là, Ouais. je me dis, ah, là, il y a quelque chose à creuser. Ouais. Et il y a sûrement quelque chose de créatif là-dedans. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ouais. Et comment alors, j'ai 2 questions, j'aime bien poser des questions par deux. Mais comment, d'abord, on se dit qu'on va se lancer dans ce business-là, que sûrement... Je connaissais pas du tout. Voilà, c'est que tu as sûrement personne en plus autour de toi qui a fait ça, non, tu vois, déjà premièrement. Et est-ce que tu crois qu'en toi, ça nourrit un esprit créatif d'avoir lancé ça premièrement? Déjà, ouais, clairement, ça nourrit un esprit créatif. Ou plutôt, c'était un des repas qui m'a permis de nourrir ma créativité. Donc, clairement. Après, comment on se lance dedans? Écoute, c'est un peu comme toutes les histoires finalement que j'ai vécues jusqu'ici. C'est souvent le produit ou l'idée qui vient à moi. Pour reprendre l'aventure de Dear Musli, en fait, ça s'est fait parce qu'il y avait Sylvain, l'un des cofondateurs, qui donnait gratuitement des granolas sur nos lieux de travail. Tu vois, on travaillait sur les champs, tu avais beaucoup de sportifs, etc., qui cherchaient à avoir une alternative pour petit déjeuner. Et Sylvain venait avec le granola et les mecs lui demandaient, ouais, comment tu fais ça, machin, machin. On l'a vu qu'il donnait ça gratuit, on a dit, hold up, tu vois, c'est un truc que tu peux vendre. Et puis on a commencé à vendre avec lui tout simplement. Nous, on a toujours mangé du granola. On pensait que tout le monde en mangeait chez eux. Et en réalité, on s'est rendu compte que pas du tout. Lui, souvent, venait juste d'arriver des États-Unis. Donc, c'est aussi, ça fait partie de sa culture aussi, tu vois. Et du coup, pour nous, c'était quelque chose de très simple à faire. Et puis, quand on a vu que les gens commençaient vraiment à nous demander d'en refaire et d'en refaire et d'en refaire, on a vu qu'il y avait un business. Donc, ça s'est fait très, très naturellement, de façon organique. Ensuite, pour ce qui est de la... en général, si tu veux... je pense qu'il y a une grande part d'inspiration qu'on puise de notre enfance et qu'on puise aussi finalement de la culture en général. Comme toi, on a, je dirais, une triple culture. Je dirais au moins double parce que je ne sais pas triple, mais tu vas me dire oui ou non. Donc, double dans le sens où on a la culture française dans laquelle on est né. On a la culture camerounaise dans laquelle on a baigné depuis qu'on est né. Et donc du coup africaine en général, même si elle est très diverse et très différente selon les lieux où tu te trouves. Et on a la culture hip-hop. Donc si tu étais hip-hop, ça je te disais, je sais pas si t'es hip-hop si, aussi. Donc voilà, donc triple culture. Et dans ces 3 cultures, on puise des choses différentes. On a l'habitude d'être là où certains ont l'habitude d'être... Pardon, je dirais même urbaine plus que hip-hop, en vrai. Urbaine, ouais, complètement. Donc moi j'étais hip-hop d'abord et puis après urbaine. Mais je vais expliquer.
Et genre, mais là où certains ont l'habitude d'être la norme, nous, on a toujours eu l'habitude de ne pas être la norme, partout où tu vas. Ok. Et quand tu n'es pas la norme quelque part, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé d'être créatif. Pourquoi? Parce que tu veux aller au même endroit, tu veux aller à la même destination, mais tu n'es pas la norme. Donc, tu dois trouver des outils créatifs pour pouvoir accéder à ce que tu veux. Et le hip-hop, du coup, vraiment, nous a enseigné tout ça. Le hip-hop, c'est la seule culture, et ça, j'aime pas quand les gens font l'erreur de penser que le hip-hop, c'est le rap. Non, le hip-hop, c'est une culture. Dans cette culture, il y a des disciplines. Dans cette discipline, il y a le rap, il y a le chant, il y a la danse, il y a le taille, il y a le DJing, etc., etc. Parce que souvent, les gens disent j'écoute du hip-hop. Ça me rend ouf. Désolé, mais. Et donc, cette culture nous a appris à se débrouiller tout seul. Quand les rappeurs, du coup, pour le coup, parlaient de vendre des substances illégales, en réalité, ce qu'ils nous disent, c'est, tu vois, créer ton business, tu vois. C'est pas apprendre littéralement, genre, vendre la drogue. Non, c'est, tu vois, il faut que tu t'en sortes parce que tu veux devenir ci, ça, ça. Après, s'ils sont dans un pays capitaliste à l'extrême, etc. Donc voilà. Mais à la fin de la journée, c'est la seule culture qui est passée de... On est sur le DJing. On est ensuite sur le rap. Du rap, on va s'inspirer du rock. Donc on prend les autres trucs. Ensuite, on se met sur l'entrepreneuriat. On fait des baskets. On fait des t-shirts. Oh, on fait de la tech. Oh, on commence à investir. C'est la seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rock, qui est d'abord de base le rock, hein, ça vient quand même du blues, etc. Ils n'ont jamais fait tous ces trucs-là. Ils ont fait des investissements. C'était jamais mis en avant comme tu l'entends, tu vois. Et donc, naturellement, quand tu es témoin de tout ça, tu ne peux que répéter. Tu vois, moi, quand j'entendais les moves, j'étais plus intéressé à l'époque par les moves de Didi et autres qui passaient de Sean Combs à. Qui passaient de. Comment dire. De sa marque de vêtements à. Vas-y, je prends de l'alcool. Ah, ça. C'est des trucs qui me rendaient ouf, moi. Camillionnaire, un gars qui a fait un son. Et après ça, il est parti, il a investi dans toutes les boîtes de tech. Ray J, qu'on se rappelle, le frère de Brandy, il fait ses sons, et après ça, il fait quoi? Il investit dans l'équivalent de... c'est quoi? De Lime ici, tu vois? Il fait des millions, tu vois? Je crois qu'il a investi, 2 ans plus tard, il a vendu pour 40 millions. Donc, quand tu vois tout ça, tu ne peux que te dire, non, il n'y a pas de manque de respect pour tout ce qui est t-shirt, etc. Parce qu'en fait, tu commences par ce que tu commences, tu vois? Bien sûr. Et ce qui est vraiment important, c'est de se dire, je commence par ça, puis après, je peux enchaîner. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est de se dire, en fait, les opportunités sont larges. Demain, tu peux décider de vendre les meilleurs boutons de chemise et faire un truc de fou. Alors là, je vais t'arrêter. Ouais. C'est que je te suis. Jusqu'à là, je suis d'accord avec toi entièrement. Ouais. Mais je trouve qu'il y a quand même un logiciel mental différent entre la personne qui veut vendre les meilleurs t-shirts possibles et la personne qui va se dire bah, je vais vendre des boutons de chemise, moi, et pas des t-shirts, alors que tout le monde le fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, t'as 2 types de personnes. Et ça, c'est dans toutes les catégories dans la société. T'as ceux qui mimiquent et t'as ceux qui sont plus créatifs. Tu vois? Pour moi, c'est juste une question de créativité et de prise de risque. T'as des gens qui copient. Bêtes et méchants. Leur truc, c'est de copier ce qui se fait, etc. Et t'en as d'autres qui créent. Et ça, c'est pour moi la passion qui joue. Tu vois? Il y en a qui se disent, c'est trop cool. Moi aussi, je veux faire une marque de vêtements, par exemple. Et t'en as qui vont se dire, c'est fort ce qu'il a fait. Et il va regarder autour de la baraque, il va se dire, la théière de café, ça fait longtemps qu'on n'a pas changé. Imagine, sur la théière, on rajoutait un truc pour faire en sorte qu'il y ait moins de gouttes qui coulent. Lourd. Comment on fait? Et boum, il crée un truc. Et je suis d'accord avec toi, et là, je te rejoins. Et pour moi, c'est le plus gros problème. C'est marrant parce que j'en parlais avec un pote il n'y a pas longtemps. C'est que les gens, je pense, ne sont pas assez exposés à une diversité de projets, une palette de projets assez large pour se dire, en fait, gros, si tu veux, tu peux faire des lampes. Si tu veux, tu peux faire, je sais pas moi, des fenêtres. Le truc est tellement large. Et aujourd'hui, avec la tech,
et c'est ce qu'on essaye de faire sur Lucky Day, tu vois. Euh, Moi, j'aimerais accompagner les plus jeunes, 15 ans, de 15 ans à 20 ans, et les mettre sur tous les sites que je connais moi maintenant pour justement regarder comment entreprendre tôt, avec peu. Et tu vas vite sortir du t-shirt. Tu sors très vite du t-shirt. Parce que tu rentres dans les trucs de dropshipping où tu réfléchis qu'est-ce qui se vend le mieux. Mais pour comprendre ce qui se vend le mieux sur Internet, qu'est-ce que tu dois faire? J'ai vu un truc qui était vraiment intéressant et je pense que peu de gens le savent encore. C'est simple. Je te donne un exemple tout con. Tu vas sur Amazon, tu te crées un compte pro et Amazon te propose deux applications. Tu en as une, donc tu vas mettre le code barre qui va dire ce bouquin sur Amazon se vend à tel prix. Et tu as une autre application qui va te dire à quelle fréquence le bouquin se vend pour que tu puisses faire de la revente. Donc maintenant, tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans. Tu te dis, ok, j'ai de la chance, j'arrive à me débrouiller pour sortir, je sais pas moi, mes parents me donnent 50 balles, 100 balles, je sais pas combien on me donne. Des fois, ils te donnent rien, t'as pas de chance, tu vois. Et tu trouves un moyen de te faire un peu d'argent. De cette base-là, tu vas aller dans des magasins, tu vas aller regarder les codes barres de ces produits-là, qui coûtent, je sais pas moi, en réduction si tu regardes que les promos, hein. Donc on va dire que c'est à 2 balles au lieu de 12. Tu vas mettre le truc d'Amazon, tu vas regarder la fréquence de vente, tu dis, oh, c'est une grosse fréquence de vente. Ce produit-là, je peux le revendre dans une semaine. Sur Amazon. Tu vas, tu regardes, tu as fait ta marge, il te reste 10 balles. Ça y est, tu as commencé à faire de l'argent. Et en fait, à partir du moment où tu rentres cet état d'esprit, tu commences à regarder une palette de produits beaucoup plus large. Parce que tu veux faire de l'argent. Et là où tu croyais que tu allais vendre seulement des t-shirts pour être cool, tu commences à vendre des tondeuses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et ça, c'est vraiment le premier step. Je pense que le deuxième pas qui est important à faire, c'est s'entourer de personnes qui entreprennent. Comment tu fais? La question elle est toujours la même. C'est ouais, mais je connais personne et tout. Pour certains, je viens de banlieue, c'est loin, etc. Ok. Aujourd'hui, il y a des lieux comme The Family. Je vous invite à taper si vous ne connaissez pas le lieu. The Family, même s'ils ont déménagé. Qui sont encore... Déjà, ils donnent du contenu gratuit sur Internet. Tu tapes, comment ça s'appelle, Coup d'État sur YouTube et tu vas tomber sur leurs vidéos. Il y en a plein comme ça. Toi aussi, aujourd'hui, tu te donnes du contenu gratuit et de qualité. Et grâce à ce contenu-là, tu vas pouvoir trouver des lieux dans lesquels tu vas pouvoir entreprendre, ou même pas entreprendre, être entouré d'entrepreneurs. Et c'est tout bête, hein, mais sortir de son groupe d'amis pour aller en solo ou à deux, des fois tu as des amis qui veulent entreprendre aussi, tu vois, et discuter avec d'autres mecs qui vont dire ah bah franchement moi j'ai trouvé ce mec là et là on est en train de travailler sur une application pour pouvoir je sais pas moi envoyer des mails plus facilement, on est en train de travailler sur on a vu qu'il y avait tel problème par exemple au niveau comment dire du travail à distance, télétravail, et du coup on est en train de réfléchir à une application pour pouvoir faciliter le télétravail pour les employés. Tu commences à rencontrer des gens qui te parlent de systèmes différents. Et là, ah ouais, putain, c'est pas con ça. Tu vois? Comment je peux améliorer ci, ça? Pour moi, le bon exemple de tout ça, c'est le mec qui a créé Banlieue Santé. Banlieue Santé, c'est un concept que je trouve très très fort. L'idée, c'est de dire, ok, il y a toute une population qui est mal desservie pour tout ce qui est santé. Ils ne peuvent pas forcément se déplacer, ils ne sont pas forcément au courant de ce à quoi ils ont vraiment droit, etc. etc. Et ça, c'est un problème criant, hein, sur lequel le gouvernement travaille aussi. Mais du coup, lui, il est venu, il a dit, ok, je vais créer une petite technologie pour permettre aux habitants des banlieues. Ce qui est fort aussi, c'est qu'il a redéfini le mot banlieue. Banlieue, c'est pas négatif. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont de très bons moyens qui vivent en banlieue. Bien sûr. Hein, et d'ailleurs, eux, quand tu leur demandes tu viens d'où, ils vont dire directement le lieu, Vésiné. Ouais, c'est vrai. Et c'est devenu tellement commun qu'à la télé, quand ils parlent des banlieues, tu vois, ils parlent des quartiers, entre guillemets, défavorisés. Quand tu parles de quartier au lieu de banlieue, c'est déjà beaucoup plus petit. Et lui, il a redéfini ça. Il a dit, banlieue, c'est les lieux bannis. En fait, il a pris la première définition qui a été créée au XVIe siècle. Et du coup, il vise aussi bien les quartiers défavorisés que les régions... Les campagnes. Les campagnes. J'ai trouvé ça fort. Et donc, du coup, il crée donc, cette application pour faire en sorte que les gens puissent plus facilement être connectés, trouver des trucs pour les personnes un peu plus âgées, etc. Donc,
très malin, fort, et ça sort de ce que tu as l'habitude de voir, et ça fait plaisir. Et en fait, je pense que il faudrait que la jeunesse, en réalité, parce que dès que tu es plus âgé, tu commences à sortir du t-shirt, tu commences à sortir du vêtement. Il y en a qui sont passionnés par ça, tu vois. Et du coup, ils en font vraiment des produits et ça sort du lot, c'est génial. Mais si tu es là pour faire un énième t-shirt qui n'a pas de valeur, ça sert à rien. Mais je pense que oui, il faut exposer encore plus, ça commence à se faire, la jeunesse à différents types d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, tu peux être un entrepreneur à succès sur Internet. Je vais donner un dernier exemple. Tout le monde a eu des problèmes d'argent. Un jour, tu veux t'acheter un produit et tu galères juste pour t'acheter. Venir avec l'idée de créer une sorte d'application que tous les vendeurs sur Internet puissent plugger à leur e-commerce pour créer un paiement en 3 fois. Donc, ça veut dire que tu as l'option « je paye tout de suite » par carte, PayPal, etc. ou « je paye en 3 fois ». C'est une idée qui peut naître en banlieue, tu vois. En banlieue, tu vois, qui peut naître partout, on va dire. Et cette idée-là, elle a fait son chemin, parce que là, il y a un gars en Australie qui est devenu billionnaire pendant le... Milliardaire en français. Milliardaire, excuse-moi, pendant la crise, grâce à cette idée-là, qui s'appelle Afterpay, tu vois, qui est assez maligne, tu vois. Donc, c'est vraiment pour dire que pour s'exposer à tout ça, il faut se déplacer, il faut rencontrer ces gens-là, et puis il faut s'ouvrir, tu vois. Et ça vient. Vraiment, il ne faut pas avoir peur. Merci. Merci pour les gens qui écoutent. Vraiment, c'est important de dire tout ça. Ouais. Mais moi, cette idée-là, elle m'est venue parce que j'ai fait un constat qui est très personnel. Ouais. C'est ma sociologie de comptoir à moi, tu vois. Okay. Je me suis rendu compte que autour de moi, où les gens auxquels je m'intéressais, qui étaient entrepreneurs, à chaque fois qu'ils avaient une idée dissonante, un peu comme vous et Dire Musli par exemple, il y avait deux chemins qui avaient l'air de se présenter à eux. En tout cas, qu'ils avaient l'air d'emprunter. Le premier, c'était ils se mettent à créer, à ouvrir des activités créatives où leur créativité est vraiment mise en branle, mais même hors de l'entrepreneuriat pur jus, où ils se mettent à entreprendre et à créer d'autres entreprises et d'autres boîtes qui sont encore plus dissonantes. C'est-à-dire dans le sens où, par exemple, ils vont créer Dire Musli, et puis ils vont aller plus loin, ils vont créer une entreprise qui fait un peu l'exemple que tu as donné par exemple. Tu vois, tu crées Dire Musli, et puis tu as encore des envies d'entreprendre, et tu as des envies de créative, et tu crées Banlieue Santé, toujours plus dissonant. Ouais. Tu vois, alors que souvent les gens dont j'ai parlé au début, ils vont faire des t-shirts. Et puis peut-être ça va marcher, à faire des pulls. Et puis ça marche bien, il fera des vestes. Et puis ça marche bien, il fera des habits. Il fera des pantalons, tu vois. Je sais ce que tu veux dire. Voilà. Alors que l'autre profil, que selon moi j'ai remarqué, c'est soit il se dit ok, j'ai créé des granolas. Je vais créer un truc qui a rien à voir. Mais il faut que je crée un autre délire. Il faut que je parte dans un autre délire. Je continue à entreprendre, que c'est ça qui me fait kiffer. Mais c'est aussi créer une entreprise qui me fait kiffer, créer une idée qui me fait kiffer, tu vois, ou carrément sortir de là. Et je remarque un peu ça chez toi, avec, parce que on a parlé de l'agence de com, on a parlé de Dire Musli, mais vous avez aussi un podcast ensemble, vous avez lancé un filtre sur Instagram, et ça, là je me dis, il y a le faisceau d'indices, selon moi, pour faire le profil de ce que je te disais, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, le mec, il a commencé par créer une entreprise à laquelle j'aurais jamais pensé, moi, c'est des granolas, tu vois. Et puis, à revers de ça, il lance l'agence de com. Ok, bon, on peut voir des liens, mais ok. Et puis, à revers de ça, il lance un podcast. Bon, ça tourne autour du même sujet, parce que tu parles des entrepreneurs et tout. Mais le médium est totalement différent. Le but est totalement différent. Tu vois, il y a une idée d'amener encore une nouvelle chose avec ça. Et c'est là où je me dis, il y a un truc créatif qui est incroyable derrière ces gens-là, derrière ces profils-là. Donc toi et ton frère et votre associé, par exemple, tu vois. C'est pas
c'est pas l'entrepreneur basique, tu vois. Hmm. Et d'après moi, et là tu me diras si je me trompe, je m'arrêterai là, tu vois. Mais d'après moi, t'es pas, quand tu as ce profil-là, j'avais reçu ici un autre entrepreneur Ok. qui s'appelle Mam, vous irez voir sur YouTube. J'aime bien Euh, ces baskets, même. Euh, on avait parlé de ça aussi. C'est un entrepreneur. Et puis et j'avais fait la conclusion, un peu celle-ci, tu vois, que c'est pas l'entreprise qu'il apprécie. C'est pas le fait d'être un businessman qu'il apprécie. C'est le fait d'être un créatif dans son business, tu vois, ou Hmm. d'ouvrir des canaux de façon créative, tu vois. Et je ressens ça un peu avec toi et avec tes associés. Bah, je suis d'accord avec ça, hein. Je suis d'accord avec ça. Après, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au- à l'entrepreneur qui commence par le t-shirt, qui fait de la basket, etc. Bah, c'est le chemin logique. C'est-à-dire que, tu sais, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est tu dois faire ton produit minimum viable d'abord, et puis ensuite tu dois ouvrir au fur et à mesure. Parce que sinon, tu peux cramer tout ton argent, tout simplement. Hmm. Donc, tu as beaucoup de gens qui commencent par le t-shirt, et je pense que c'est aussi une belle façon de faire, parce que c'est ce qui coûte le moins cher à faire. Mais si tu cartonnes ton t-shirt, bon, c'est pas dit que tu vas cartonner sur ton pantalon, mais au moins, tu as ce produit qui tourne pendant que tu travailles sur les autres et que tu essaies, etc. Attends, juste, Ouais. excuse-moi, je voulais te couper. Non, non, vas-y. Pour pas que les gens croient, faites des t-shirts. On aime bien Ah. les t-shirts. Déjà, il est en train de Ouais, canarder le ouais, t-shirt, hein. de grave, Ah. pour rien du tout en plus, gratuitement. Genre, faites des t-shirts, on adore les t-shirts. Si c'est le truc qui vous permet de vous lancer, si vous voulez entreprendre, faites-le. On vous booste grave. Ça c'est dit, tu peux continuer. Effectivement, tu vois. Et donc, ouais, donc tu commences par ça et puis après, t'enchaînes. Encore une fois, c'est intéressant si tu es un passionné du monde de la mode. Si c'est pour... non, il y a deux choses. Si tu es un passionné du monde de la mode, c'est cool. Si tu veux lancer un premier business pour tester, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, fais du dropshipping. Autant acheter autant, genre... si c'est juste pour tester le business, hein, autant voir un t-shirt qui se vend bien sur Internet, créer une page, renvoyer le lien, le vendre sans l'avoir toi en stock, prendre ta marge dessus, et comme ça y est, t'as vendu ton t-shirt. Donc autant faire ça, tu vois. Après, tu disais que ouais, il y avait deux types d'entrepreneurs. Bah, là où je te rejoins, c'est que c'est surtout en fonction des gens que tu as autour de toi. C'est ça qui définit ta croissance. Tu peux croître tout seul. Moi, je suis un très gros consommateur de podcasts. Je suis un gros consommateur surtout avant de vidéos YouTube, maintenant moi, parce que ça prend quand même du temps. Mais surtout de podcasts sur les trajets, etc. Et ça, entre ça et les gens que j'ai autour de moi, aujourd'hui, je ne peux qu'évoluer, tu vois. Et je ne peux qu'être dans dans un état d'esprit qui me permettent d'accéder à d'autres types d'idées, tout simplement. Des gens que j'ai autour de moi aujourd'hui vont te parler de medical tech, tu vois, ils vont te parler de tout ce qui se passe en termes d'environnement, ils vont te parler bien évidemment du e-commerce, ils vont te parler du futur, du passé, ça va parler des stocks, etc. Donc des actions, excuse-moi, en bourse, etc. Et du coup, tout ça, ça te force à sortir des chantiers battus, tu vois. Et derrière, en ce qui me concerne, moi et nous en général, c'était logique. C'est-à-dire que créer la marque, génial. Les gens remarquent qu'on est plutôt bon en com. Ils veulent maintenant nos services. Pendant qu'on a encore la marque, on le fait. Après ça, ils continuent à demander. Logiquement, ok, il y a des demandes entrantes, on crée notre agence. Bien évidemment, on travaille qu'avec certains clients, tu vois. Après ça, pendant qu'on faisait dire aussi, on avait beaucoup de messages qui nous demandaient comment on fait, comment on entreprend, comment on commence. Juste parce que je pense que c'était beaucoup de gens qui étaient jeunes, première boîte, comment ça se passe. À la base, on répondait, de temps en temps, on faisait des stories, etc. Et puis on s'est dit, on va créer une plateforme, on va prendre le médium du podcast qui est quand même simple, et on va juste partager. Et la deuxième chose qu'on entendait souvent, c'est ouais, mais on n'a pas de réseau, on ne sait pas à qui demander, etc. Comment tu trouves ton mentor? Bah, j'ai dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que, enfin, on a dit, on va ouvrir notre réseau. Et comment tu ouvres ton réseau? C'est que tu invites tes amis à venir échanger, parler, participer, etc. Ils le font avec plaisir. Et puis, c'est pas non plus comme ça gratuitement. De l'autre côté,
quand ils viennent, moi, ça me permet aussi d'inviter des gens que je ne connais pas forcément et de créer de nouveaux contacts. Ces contacts qui deviennent aussi nos clients derrière pour l'agence. Donc c'est quand même très intéressant pour nous. Donc, on crée ce podcast-là. Puis après, tout ça, ça n'empêche pas que tu as toujours envie de créer. La raison pour laquelle on a créé le filtre, c'est parce qu'on a vu que à travers les conversations, à travers les gens qui parlaient beaucoup, je voyais beaucoup de mimes sur le dating, etc., qu'il y avait besoin du lien De social. même en français. De même. Excuse-moi. Ouais, t'as raison. Moi, je suis pas contre les anglicismes, Non, mais t'as mais raison. je les rectifie, genre, parce que tout le monde comprend pas. Non, mais t'as complètement raison. De même en français. Ça m'irrite quand j'entends même. Hein. Je sais, mais ça, c'est les mecs qui ont grave bien parlé anglais, ça hérite. Ouais. Mais pour le mec qui habite en province ou au fin fond de la banlieue, il comprend même. C'est pour ça que je te rectifie à chaque fois. Ouais, les gens. t'as raison. Le même en français, le même du coup, tu sais, il y avait beaucoup de trucs sur ce besoin de lien entre les gens. Pendant toute l'année, on connaît tous l'année qu'on a vécu la même, tu vois. Donc, confinement, les gens sont à distance, on trouve les Zooms explosent, les conversations du coup via Internet, etc. On s'est dit non, les gens ont besoin de s'exprimer. Donc nous, on crée un filtre et on veut juste poser des questions aux gens un peu plus profondes de ce que tu peux avoir d'habitude pour que les gens puissent s'exprimer, tout simplement. Et effectivement, les gens ont vraiment apprécié et le filtre a bien tourné, quoi. D'accord. Mais pareil, j'ai encore 2 questions, toujours les questions par 2. Vas-y. Mais parce que les idées vont avec, tu vois. Est-ce que, par rapport à ce que tu m'as dit au tout début de ton intervention, que quand tu t'ouvres, quand tu fais quelque chose, tu t'ouvres à un autre univers et là, les idées viennent à toi. Est-ce que quand on a cet esprit-là, on ne le fait pas un peu volontairement en vrai? Tu vois? Est-ce qu'on ne va pas à la quête des idées plus qu'elles viennent à nous? Oui, déjà. Oui. Et du coup, ça, pour moi, ça exprime un esprit créatif de base, tu vois. Et la deuxième question, c'est est-ce que aussi, on cherche pas des bonnes raisons, et je vais t'expliquer pourquoi je dis ça après. On cherche pas des bonnes raisons de faire ce qu'on fait et de créer des trucs, alors qu'au fond, la seule vraie raison, c'est qu'on a juste envie de créer. Je m'explique. Tu vois, pour moi, je fais ce podcast-là. Je pourrais te lister un bon nombre de raisons de l'avoir fait. Tu vois? Et c'est souvent ce que je réponds aux gens. Mais la vraie raison, là, je livre le secret du podcast. Exclusivité. La vraie raison, c'est qu'il faut que j'avance. Faut que je crée. Tu vois? Pour même te dire la vérité, la genèse un peu de ce podcast, vous aurez des petits bouts de la genèse du podcast à chaque épisode peut-être. Mais on m'a proposé l'idée d'en faire un. On m'a dit, tu devrais en faire un plutôt. Et l'idée me parlait pas. Tu vois, l'idée me parlait pas. Je me disais de quoi je vais parler. Je sais pas, ça me parle pas, je comprends pas. Le podcast, j'en écoute, j'étais consommateur, mais moi parler, pourquoi dire quoi, je sais pas. Et en fait, je suis arrivé à un moment où il fallait que je crée. Tu vois? Quel que soit ce que... Il fallait que je crée un truc. C'est-à-dire que tu aurais pu faire un t-shirt. J'aurais pu faire un t-shirt. J'aurais pu faire un t-shirt, ouais. Mais non, parce que moi, je suis plus dans les idées, tu vois. J'écris, je suis comédien, j'ai fait de la philo, je suis plus dans les idées et dans la dialectique que dans les matériaux. Mais ouais, c'est la même idée en tout cas. Mais ouais, et du coup, je suis arrivé à ce moment où, au niveau de l'écriture, j'avais rien qui me venait. Je me disais, non, bon, là, et je force pas mon écriture. Quand ça vient pas, tu vois. Covid oblige, je jouais pas au théâtre. Du coup, je créais pas mes rôles ou je faisais rien. Et là, l'idée du podcast, ça m'est revenue. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas aller là-dedans? Pourquoi pas créer mon podcast? Créer mon ton? Attends, mais du coup, j'ai une question moi, pour toi. Pourquoi? Parce qu'avec ton parcours qui est très littéraire, etc., quand même, pourquoi tu t'es tourné vers des sujets qui sont un peu entrepreneuriales, etc. Alors non, justement. T'es le deuxième entrepreneur que je reçois ici. Bah, ok, je vois ce que tu veux dire. T'es le deuxième entrepreneur que je reçois ici. Oui, c'est T'es vrai. le deuxième que quand je lui demande ce qu'il fait, il me dit je suis entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, un styliste, c'est un entrepreneur. Voilà,
Ça, c'est la déformation professionnelle. Ta déformation professionnelle. C'est que tu vois des entrepreneurs partout. Moi, je vois pas ça partout. Ok. Dans le sens, bien sûr, là où je te rejoins, c'est qu'un mec qui crée son business, Hmm. qui a son entreprise à son nom, il est entrepreneur, de fait. Voilà. Tu vois? Du coup, moi, demain, je lance l'entreprise Podcast Dixon, je suis entrepreneur de fait. Ouais. On est d'accord. Mais ce qui les motive à la base, et ce qui fait leur ADN à la base, c'est pas l'entrepreneuriat, Moi non plus. c'est la créativité. Voilà pourquoi t'es là. On en revient à ce que je te disais. Voilà pourquoi t'es là. Mais attends. C'est intéressant ça. Pour toi, Ouais. un acteur, c'est un entrepreneur ou pas? Il peut le devenir. Mais à la base, non, c'est un artiste. Pour toi, un chanteur, c'est un entrepreneur ou pas? Il peut le devenir, mais à la base, c'est un artiste. Ok. Moi, je suis pas d'accord. Ok. Je pense que à la base, c'était un artiste. Genre, le chanteur, à la base, c'était un artiste. Mais le contexte actuel de ces 5 dernières années, Le entrepreneur, tu veux dire. il est. Aujourd'hui, quand t'es un. Pour moi, si t'es un chanteur, rappeur, ce que tu veux, et que t'es pas entrepreneur, t'as perdu. Pourquoi je dis ça? C'est parce que avant, tu pouvais te contenter d'écrire, pour ceux qui écrivaient, chanter et te faire bananer tes contrats et tout ça. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en indé, etc. Donc, même si tu as ton équipe, t'inquiète, Ouais. même si tu as une équipe avec toi, etc., tu es obligé d'avoir cet esprit, au moins l'esprit entrepreneur, Ouais. pour pouvoir savoir que tes thunes, il faut que tu les calcules parce que tu les fais en tournée. Tu fais pas d'argent si tu veux pas de merch, etc. Je vais reprendre la même chose pour l'acteur aujourd'hui. C'est-à-dire que un acteur aujourd'hui, si il gère pas aussi bien que se gérerait son agent, tu vois, il est en galère. Les castings, aujourd'hui, il faut se dire que maintenant, tu veux être un acteur de qualité. Malheureusement, ça suffit plus de faire les cours Florent, Simon, tout ce que tu veux. Il faut aussi montrer tes skills solo sur Internet, sur YouTube, etc., etc. Tu deviens une machine qui, avant, tu te reposais, tu te disais, moi, je suis que l'artiste, le business se fait par quelqu'un d'autre. Tu peux plus réfléchir comme ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est naturellement à la base d'un artiste, mais les choses ont fait que tout doucement, en fait rapidement, ils sont en train ils sont en train de devenir entrepreneurs. Et même quand je te dis ça, je pense que même comment dire, les acteurs, au bout d'un moment, ils vont devoir vendre du merch, tu vois, ils ont un peu de fame, ils vont dire, vas-y, achète mes t-shirts, goddammit. Là, je suis en train de me dire que tu vas froisser tous les artistes qui se sentent que artistes et qui veulent pas entendre parler de ça. Mais de ouf. Froissé. Et que en plus, tu vas contenter tous les entrepreneurs qui voient l'entrepreneuriat partout. C'est ça que je suis en train de me dire. Mais je dis pas que t'as tort. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il y a 2-3 jours, je parlais de ça avec un pote à moi. Et je lui disais justement que moi, je voyais un très fort lien de corrélation entre les entrepreneurs et les artistes. Tu vois, pas exactement pour les mêmes raisons, mais dans cet esprit de recherche et dans cet esprit d'innovation dans la production mentale, dans le créatif, pour pas dire reprendre ce mot-là, pour moi, il y avait un lien de corrélation. Et mon pote, il n'était pas d'accord. Il me disait non, il y a un truc qui est tout particulier aux entrepreneurs. C'est là où c'est dissonant de ce que tu dis, tu vois. Il me disait, il y a un truc qui est tout particulier aux entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs, ils ont vraiment l'esprit business, l'esprit commercial, ils vont chercher l'argent, ils voient l'argent là où il est, ou ils vont le chercher là où il est, quoi qu'il arrive, et que nous, on n'est pas obligé d'avoir ça, les artistes, et que parfois ça nous manque, tu vois. Et je lui disais, ouais, mais pour moi, ils sont de la même famille. Peut-être pas frères, mais ils sont de la même famille des entrepreneurs et des artistes. Je suis d'accord. Et non, j'irai même plus loin. Ils sont cousins dans une famille, tu vois. Et que les entrepreneurs comme toi, ou comme Mam, que j'ai invité ici, et ceux que j'inviterai ici qui sont entrepreneurs, parce que c'est vraiment un podcast sur la créativité. Du coup, si je ressens rien de créatif derrière un entrepreneur, on m'a déjà proposé d'inviter des gens qui étaient juste entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont pas créatifs. Voilà, on m'a déjà proposé d'inviter des gens qui avaient leur business, qui tournaient bien, qui marchaient bien. Et je leur disais, ouais, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas parce que j'ai pas les caractéristiques que je t'ai nommées précédemment. Donc, soit que le mec, il est sorti carrément de sa branche entrepreneuriale pour faire d'autres choses, genre un podcast, par exemple, ou que soit le mec, il a monté plusieurs sociétés, mais qui n'ont archi rien à voir, tu vois. S'il n'y a pas ça, pour moi, ça marche pas. Même si, par exemple, on m'a déjà proposé des gens qui ont plein de restos. Ouais, mais bon, il est resté dans les restos, tu vois.
j'ai rien contre les restaurants. Faites des restaurants où vous vendez des t-shirts. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais, je vois. Mais voilà, c'est Je vois pas ce que tu veux pareil, dire. tu vois. Et je pense que ce type d'entrepreneur, dont tu fais partie d'après moi, là c'est les frères des artistes dans la famille. Tu vois. Mais qui dit frère dit quand même personnalité différente. Ouais. Dit même ADN, mais personnalité différente. Ouais. Et c'est là où on n'est pas entièrement d'accord, tu vois. Ouais. C'est que, ok, pour moi, ce que tu décris là, c'est que vous, frères de nous, vous avez besoin de nous apprendre des trucs et que vous retrouvez dans nous. Tu vois ce que je Oui, veux dire? je vois. Et c'est là où... C'est comme ça que moi, je le vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais je suis en train de voir le changement vraiment. Encore une fois, je suis obligé de regarder, même si c'est aussi le cas en France. Hein. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens, plus dans la musique, du coup, parce que c'est plus simple à montrer. Et les outils technologiques ont quand même pas mal avancé. Aujourd'hui, un artiste avec, avec, euh, avec, comment ça s'appelle? Spotify, voilà. Avec Spotify, un bon buzz et des chiffres, il peut commencer à fonctionner solo. Et à l'époque où tu pouvais encore faire des concerts et faire un peu d'argent, tu vois. Aux États-Unis, c'est encore mieux, tu vois, parce qu'on a vu des gens faire beaucoup d'argent en indépendant. Mais c'est souvent à la force de leur petite équipe et ils sont obligés de réfléchir en tant que CEO. Et c'est le marché qui les a contraints à faire ce genre de move, tu vois. Quand personne te calcule, et tout à l'heure tu parlais de la créativité. La créativité, elle naît souvent quand tu es contraint à rester à un endroit et tu veux pas, tu vois. Les plus créatifs, c'est ça, c'est de se dire, t'es dans un coin, t'es dos au mur, qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Et pour celui qui veut s'en sortir, il se laissera pousser des ailes. Je vais être tatillon un peu avec toi, désolé. Non, vas-y. Je suis d'accord, mais en même temps, en fait, je vois ce que tu veux dire dans le sens où quand t'es dos au mur, t'es obligé d'être créatif pour t'en sortir. Ça veut pas forcément dire que t'es obligé d'être créatif tout court, de façon générale, tu Non. vois. On reprend l'exemple des t-shirts, ça va être le fil rouge de ce podcast, les t-shirts, tu Ouais. vois. Tu peux te dire, il faut que je m'en sorte, pardon. Du coup, il faut que je trouve un truc et je vends des t-shirts. Ça fonctionne, t'es sorti de la galère, tu peux rester là-dedans. T'es pas un créatif général, de façon générale, tu vois. Alors que tu peux vendre des t-shirts, commencer par vendre des t-shirts et dire ouais mais en vrai il y a trop de trucs qui fusent dans ma tête, ça va dans tous les sens. En vrai c'est pas vraiment ça que je voulais faire à la base. Et puis tu commences à vendre des yaourts, ça a strictement rien à voir, tu vois. Alors, je viens de comprendre un truc. C'est que pour toi, la définition de la créativité, c'est de passer à un produit donné à un autre. Donc, à tous les ans que tu m'as donné, c'est aujourd'hui, je suis capable de faire des tables et demain, je vais faire, je sais pas moi, des ordis, on va dire. Je note ça dans l'entrepreneuriat, hein. Ouais, je vois, Attention, entrepreneuriat. dans l'entrepreneuriat oui. Pour moi oui. Après attention, je vois où tu veux m'emmener. Ah bah Je vois où tu veux oui! m'emmener. Ah bah oui! Bien sûr que tu peux faire preuve de créativité dans ton domaine. Ah bah oui! Tu peux mettre des francs sur tes manches de t-shirt et là, tu as inventé un truc. On est d'accord, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Mhm. Mais euh, j'aime bien faire des échelles de valeur, même si je devrais pas le faire. Je vais faire une forme d'échelle de valeur, tu vois. Je mets pas sur la même échelle ou dans la même case dans un tableau le mec qui va innover sur un même produit et avoir de la créativité autour de l'innovation du même produit et le mec qui va repenser la question de ce qu'il doit créer ou vendre. Tu vois. Exemple. Est-ce que ça veut dire, écoutez bien les amis, que entre le premier iPhone de Steve Jobs et le deuxième iPhone de Steve Jobs qui a fait toute la diff, il n'y a pas de créativité? Il y en a à mort. Sauf que Steve Jobs, il t'a créé un iPod avant, il t'a créé un iPod avant, il Ouais, t'a mais créé on un parle Mac avant. sur le même produit. Je reste même sur le même produit. Ouais, mais iPhone. là, tu me parles d'un mec qui rentre dans mon exemple, par exemple. Bah non, Bah, restons. si. Bah regarde, Steve Jobs qui crée des produits différents. Ouais. C'est une gamme. Mais tout à l'heure, tu disais que c'était chiant le mec qui faisait un t-shirt, pantalon, etc. Truc. La logique, c'est qu'il reste dans la tech. Et il a suivi exactement le chemin classique de Samsung, qui existe depuis je sais pas combien de temps, et de tous les autres qui existent depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Donc, il a rien inventé au niveau de quand tu rentres dans une gamme, tu crées plein de produits dans la même gamme.
Ça, c'est l'équivalent du t-shirt, pull, tout ce que tu veux. Ok. Maintenant, sur le produit spécifique qui va être l'équivalent de la chemise à franges, Ouais. c'est l'iPhone. Steve. Ma man Steve. Il a Son âme. créé, tu vois ce que je veux dire? Il a créé quand même entre l'iPhone 1 et l'iPhone 2, 3, à l'époque où il y avait du changement. Ouais. C'était une réelle innovation. Réel, ouais, c'est vrai. Jusqu'à les gens disaient inno, Ouais. tu vois? Et donc, tu vois, Lui, il disait même c'est une révolution. c'est tu une te rappelles révolution, tu vois? Et donc, du coup, non, moi, je pense que c'est possible. Tu vois, je pense que tu peux rester sur le même produit, même si c'est dur, et faire une innovation. Et je pense que quelqu'un qui va nous montrer très bientôt, c'est... comment ça s'appelle? C'est le mec de Tesla. Ah. C'est la voiture. Attends. Et demain, là, entre la voiture actuelle là, qu'on a, qui vend là tout de suite, Ouais. et là, il est en train de travailler sur la nouvelle batterie. On parle de Elon Musk pour ceux qui Elon savent Musk, pas. excusez-moi, Elon Ouais. Musk, il est en train de travailler sur la nouvelle batterie. Ce sera plus la même voiture. D'accord, mais qu'est-ce qu'il fait à côté? SpaceX? Ouais. Non, mais SpaceX, c'est autre chose. Mais je veux dire que juste sur l'innovation, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que Mais moi, je parle de gens, pas de produits. mais non, mais même le pro, bah si, on parle des deux. Non, je parle des deux, mais je veux dire que dans le sens où bien sûr que le produit est prépondérant si tu crées ton produit, tu vois, mais ce que tu fais de façon générale démontre, d'après moi, La quel créativité. esprit tu as, Ok. tu vois. Et du coup, quand tu prends cet exemple-là, Ouais. Elon Musk, bon, je me raccroche à mes wagons, j'essaie de. tu Non, mais vois. t'as raison, t'as Mais raison. Mais quand tu te rapproches, ok, quand il crée Tesla, il apporte une innovation dingue dans les voitures électriques et connectées. Et qui fait évoluer jusqu'au bout du bout. Ouais. Sauf qu'il faut ouvrir l'angle, Ouais. prendre du recul. Ce mec-là, il vient de PayPal. Si je me trompe pas, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. PayPal, il finit dans l'espace. Mm. Et il a pour but Non, c'est vrai. de coloniser Mars. Tu vois? On reste dans la tech, pour garder ton exemple de Steve Jobs, Oui. par exemple. On reste dans le même domaine, grosso modo. Mm. Mais je suis pas sûr que tous les mecs qui puissent faire des applications type PayPal puissent aller dans l'espace à vrai ou aient envie d'y aller. Non, je suis d'accord. Tu vois, c'est quand même un ovni parmi les ovnis. tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. C'est ça le truc. Et pareil pour Steve Jobs. Je suis pas sûr que tous les mecs qui ont voulu, qui ont commencé par créer des ordis, sachant qu'en plus, on parle d'un mec, c'est souvent le. Bon, petite parenthèse, c'est souvent le mec qui est cité souvent par tous les entrepreneurs ou les créatifs, parce qu'il a quand même révolutionné le game à plein de niveaux. Au-delà du fait qu'il a révolutionné le game des technologies, même s'il y en a qui diront révolutionné avec des pincettes parce qu'il y avait Samsung et tout, bref. Oui, il a Ok. copié en fait à chaque fois. Il a fait plein, il a copié, mais il a fait la meilleure copie, dira-t-on. Oui, c'est ça. Mais que on parle quand même de quelqu'un qui codait pas, qui n'était pas ingénieur, qui n'avait pas fait d'études informatiques, rien de ce qu'il a Non, fait. là où il était très fort, c'est le branding. C'est le branding et les idées. Mais le branding. Mais bon, pour étayer mon propos, ce que je voulais dire, c'est que je suis pas sûr que le truc, au-delà du branding, qu'est-ce qui a fait qu'il a révolutionné les choses aussi? C'est qu'il avait allez, pour être gentil, un demi-coup d'avance sur tout le monde. Dans quel sens? C'est que, de base, je pense, je peux pas parler à sa place, en plus il est pour se défendre, tu vois, mais que c'est de base, il était toujours plus loin que ses propres produits, tu vois. C'est un mec qui s'est dit, qu'est-ce qui fait que, quand lui il démarre, la plus grosse entreprise, les deux plus grosses entreprises d'ordinateurs au monde, c'est HP et IBM. Comment il arrive à les balayer? Parce que lui, il voit pas que les ordis. Sinon, tu n'arrives pas à l'iPhone. Ok, on reste dans la tech pour aller dans ton sens, tu vois. Mais si tu deviens Apple, c'est parce qu'un jour, tu as un mec dans cette entreprise qui l'a créé de surcroît, qui se dit, ouais, mais en fait, les ordis, c'est pas que kiffant. C'est pas kiffant à fond, tu vois. Il faut qu'on aille plus loin que ça, tu vois. En plus, je vois des trucs qui traînent derrière les autres. Il y a des trucs qui traînent dans les bureaux des autres, des tablettes tactiles, peut-être des ordinateurs. Il y a même un mec qui a pensé à mettre un peu de musique dans un téléphone, tu vois. Il faut qu'on aille plus loin que ça, les gars. Tu vois, il faut qu'on aille plus loin que ça. Et je suis pas satisfait tant qu'on n'ira pas plus loin. C'est là où l'esprit est différent. Donc, ok, reste dans son domaine, tu vois. Mais tu ne deviens pas ce mec-là, tu ne deviens pas Elon Musk si tu n'as pas ça. Et je cherchais en même temps, je me dis, mais aujourd'hui, quel créateur, quel Entrepreneur. entrepreneur Ouais.
ne réfléchit que sur un produit. C'est-à-dire que le seul truc que je vois, c'est qu'il commence par un produit, et s'il y a succès, il enchaîne sur les autres. Alors, est-ce que c'est pas générationnel, ça? Est-ce que c'est pas notre génération? Ouais, notre Faudrait génération. que tu me donnes un exemple de quelqu'un qui faisait un seul produit à succès et qui s'est arrêté à ce seul produit après le succès. Quand on peut élargir, quand je dis seul produit, ça peut être étoffer Sa gamme. sa gamme, tu vois. Bah, c'est ce que font tous les autres. Bah, du coup, que ce soit Elon Musk, tous les autres, c'est ce qu'ils font tous. Ils étoffent une gamme, tu vois. Mais t'étoffes pas une gamme quand tu parles de PayPal à SpaceX. T'étoffes Non, pas une mais- gamme, tu changes de gamme. Oui, oui, mais c'est quand tu vends tu crées une boîte. Non, mais ça t'empêche pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que je comprends ton raisonnement. Ça t'empêche pas d'étoffer ta gamme. Et être créatif et avoir d'autres envies créatives, ça t'empêche pas d'étoffer ta gamme. Donc, bien sûr que quand tu as un produit qui fonctionne bien, que tu apprécies au demeurant, tu peux l'étoffer et l'améliorer, le faire évoluer et amener de la créativité à l'amélioration de ce produit-là. Ça, on est d'accord, tu vois. Mais pour moi, il y a deux choses l'une. Premièrement, le mec qui va seulement faire évoluer son produit Ouais. et étoffer sa gamme. Tu vois, pour reprendre l'exemple de Apple et IBM ou HP, tu vois, HP et IBM, qu'est-ce qui les a rendus très forts? C'est qu'ils ont su étoffer et faire évoluer leurs produits. Ouais. Une gamme, des ordinateurs, IBM pour les bureaux, HP plus pour les gens, un peu les bureaux au début, mais plus pour les gens après. Bon, on a des ordinateurs, ils fonctionnent plutôt bien, il faut les pousser au maximum, les faire évoluer, amener une forme de créativité, peut-être mettre une caméra, peut-être mettre un micro là, Ouais, je vois. peut-être mettre un logiciel là, tu Mhm. vois. Et de l'autre côté, tu as Elon Musk et Steve Jobs, c'est un peu un hybride entre les deux modèles que Mhm. je te propose, tu vois, qui va dire, ok, on va étoffer cette gamme-là, parce que c'est très bien, ça se vend bien, ça Mhm. marche bien, puis c'est intéressant de faire ça, de faire évoluer ça et tout, tu vois. Il y a un défi là-dedans et tout. Mais à côté, on n'est pas satisfait, tu vois. Créativement parlant, on Non, mais n'est pas satisfait. je pense que je vois ce que tu veux dire. Parce que je disais juste, c'est que, tu vois, pour Elon Musk, par exemple, il a dû passer par PayPal, Mm. vendre ses parts, Mm. pour ensuite créer Tesla, tu vois. Ouais. Alors, C'est- j'ai eu la discussion avec maman en plus. Tu vois, enfin, J'ai eu la discussion avec mam. c'est une étape dans sa C'est vie. là où la différence se fait. C'est là, mais c'est pas étoffer sa gamme à ce niveau-là. C'est pas étoffer sa gamme, on Non. est d'accord. Mais par exemple, tu me parlais de Tesla à la base. Et Oui, tu me disais qu'il étoffait sa gamme dans Tesla. oui, C'est moi qui sa dis que ça gamme, n'empêche pas. quand il étoffe chez Tesla, c'est pas au niveau de PayPal, c'est au niveau du produit qui sort, tu vois. C'est quand il va passer si tu veux, au large, on pourrait dire que SpaceX, c'est étoffer sa gamme, mais pas vraiment parce que c'est deux choses différentes. Mm. Et sur le même produit, ça va être étoffer sa gamme, c'est dire bah, j'ai la coupée, j'ai la sport, là j'ai le cylindré là qu'il est en train de Ouais, faire. Ça, c'est étoffer sa gamme, tu vois. ok. Et après, ça va être les batteries. Et les batteries, c'est même pas étoffer sa gamme, c'est juste l'évolution, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Et fondamentalement, tu vois, l'effet que va avoir sa batterie sur tous ses business est énorme parce que c'est le même effet que quand on passait du téléphone classique à on réfléchit plus à ce qu'il y a dans le téléphone qu'on ne voit pas que ce qu'on voit, tu Ouais, vois, qu'est-ce qu'on en fait? que ce qu'on en fait. Et Mm. donc, et bah là, ce sera pareil avec la batterie parce que une fois qu'il est capable de faire ça pour ses voitures, il peut le faire pour tous les toits, il peut le faire pour tous les autres trucs sur lesquels il est en train de bosser, tu vois. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi. Clairement, c'est quelqu'un qui a une vision mondiale. Il veut fondamentalement changer notre façon de consommer le monde et le rendre encore plus simple dans sa vision des choses, tu vois. Et donc ça, clairement, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est un parmi les uns, tu vois. C'est un ovni. Mais pour moi, c'est là où on se rejoint pas, tu vois. C'est que euh, je te mets dans sa catégorie. Tu vois ce que je veux dire? Ok, t'as pas encore été dans l'espace, Boah. mais je te mets dans sa catégorie. Mm. Tu vois, si je devais faire un tableau comparatif, tu vois, Mhm. ou une espèce de tableau darwinien des races d'entrepreneurs, Mm. je te mettrais dans sa catégorie. Mm. Je mettrais même dans sa catégorie. Parce Mhm. qu'on a eu ces discussions aussi. Mm. Aussi houleuses que celle-là, tu Ouais, vois. ouais. Et où il m'avait pris l'argumentaire aussi de... ouais, mais... lui, son argumentaire, c'était que les entrepreneurs de ce style-là, ils veulent faire de l'argent. Tu vois? Et je lui disais, ouais, mais quand tu regardes bien... Genre les Tesla, tout ça? Ouais, Pour moi, non, ils veulent changer le monde. c'est ça que je lui disais. Je lui disais, quand tu regardes bien, ils veulent changer le monde et pouvoir créer comme ils veulent. Je Ah lui oui. disais, quand tu regardes bien, c'est comme ça qu'on avait conclu un petit peu, tu vois. Je lui disais, quand tu regardes bien, ces mecs-là, ils font quoi?
ils trouvent un business, ils trouvent une idée avec laquelle ils vont faire beaucoup d'argent. C'est très américain ça, parce qu'ils font beaucoup d'argent très vite, les Américains. Quand ils savent bien le faire, ils le font très vite. Ouais. Ils prennent un business, ils en font beaucoup d'argent, ils le revendent très rapidement. Pour une entreprise qui grossit, c'est très rapide, tu vois. Ils revendent très rapidement. De là, ils investissent dans toutes les vraies idées qu'ils avaient au fond. Bim, 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 jusqu'à trouver l'idée suprême qui va pousser leur créativité ad vitam aeternam. Exemple, Elon Musk. Ça veut dire qu'il investit dans Tesla, SpaceX, et en vrai, SpaceX, c'est sa vraie idée au fond. Qui sait, une idée, quand je dis ad vitam aeternam, c'est une idée qui va le dépasser. Tu vois, il est prêt à se ruiner pour SpaceX. Il sait que très bien que de son vivant, sûrement, on n'ira pas sur coloniser Mars. Il le sait. Mais il poursuit cette chimère parce qu'il a besoin de ça. Il a besoin de ce moteur créatif-là. Et pour moi, ces mecs-là, ils ont ce truc-là. Tu vois? Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec Mam sur le sens que même quand Elon Musk et le reste sont sur PayPal, ça a shifté la façon de consommer et d'acheter sur Internet. Donc, à chaque fois qu'il s'est mis sur un produit ou un projet qu'on connaît, nous, à chaque fois, ça a shifté notre façon de voir les choses. Et par exemple, un projet comme Tesla, tu te mets pas dans un projet comme Tesla pour faire de l'argent. Parce que c'est simple, c'est que si tu fais le calcul des galères que tu vas avoir régionales, gouvernementales, des usines que tu dois juste créer pour pouvoir inventer des technologies qui n'existent pas, la plupart des entrepreneurs abandonnent juste à l'idée de. Donc tu vas pas pour faire de l'argent. Ouais. Tu vas vraiment parce que tu crois que tu peux changer les choses et changer la vie de millions d'humains. Et je pense que lui, il pense, comment dire, qu'il pourra juste améliorer le quotidien des humains qui sont sur cette planète, tu vois. Et après, encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, SpaceX, pareil, tu fais pas SpaceX pour l'argent. Tu vois. Tu trouveras, sur le chemin, tu trouveras une façon de faire de l'argent. Ouais. Tu as ton business model qui est fait. Mais foncièrement, tu peux pas rester sur un projet comme ça qui doit faire mal à la tête mais tous les jours et juste vouloir Surtout faire pour qu'il l'argent. risque autant. C'est un projet risqué, Oui. c'est le plus risqué de sa vie. Bien sûr. Mais tu vois, là, en discutant, je pensais à un exemple là. Pour te donner un contre-exemple de Steve Jobs, et pour aller dans mon sens, bien sûr. Bill Gates, c'est le contre-exemple de Steve Jobs. Pourquoi? Parce que Bill Gates, c'est l'entrepreneur qui a réussi, Ouais. qui a fait innover et évoluer son produit, mais qui est resté dans une gamme. Dès qu'il a essayé de s'éparpiller un peu pour faire genre, il s'éparpille, ça a foiré. Steve Jobs, il n'a pas fait de super bon ordinateur. Jusqu'à là, ça commence à arriver avec les tablettes Surface et tout, c'est de mieux en mieux, mais à la base, il fait pas de bons ordinateurs. Bill Gates, pardon. Microsoft, ils n'ont jamais fait d'ordinateurs estampillés Microsoft purs qui sont bons. Ils n'ont jamais fait de bons téléphones. Les Windows Phone, ça n'a jamais vraiment marché, et voilà. Ils ont même essayé de racheter Nokia pour essayer de se servir des bases de Nokia. Ça n'a même pas marché. Mais il a su bien faire il sait faire de bons logiciels. Tu vois, ça c'est leur truc. Windows, c'est faire des bons logiciels. C'est leur truc. Bon, on peut même y revenir, mais bon, il y en a qui diront bon. Voilà. Tu vois bien que c'est pas du tout la même personnalité. C'est pas du tout le même type d'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la même idée derrière. C'est pas du tout le même moteur et la même envie. C'est pas du tout le même feu intérieur. Tu vois? Il y a le feu d'un côté d'un mec qui avait envie de faire bouger un peu les choses et de rester sur cette barque-là et de la faire évoluer. Tu vois? Et il y avait un mec, moi je vois, pour essayer de prendre une métaphore, j'aime bien parler de métaphore, tu vois. Pour moi, c'est comme si Bill Gates, il avait commencé avec une barque, il s'est dit je vais faire un peu le tour du monde, tu vois. Et qu'au fil du temps, sa barque était devenue un yacht. En fait, c'est un bateau juste beaucoup, beaucoup plus évolué. Tu vois. Steve Jobs, c'est un mec qui a commencé avec une barque et qui s'est dit ouais, mais est-ce que je créerais pas un héliport pour essayer de prendre un hélicoptère et aller voir d'autres contrées. Tu vois. Et je reviendrai toujours sur ma barque, la tech, tu vois, la technologie qui part de la base avec le même software et le même hardware, grosso modo, tu vois. Mais faut que j'aille voir d'autres choses, tu vois. Et je suis prêt à risquer. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, je vais me servir de... Là où c'est encore... Là, c'est pire chez lui, c'est que
ce qu'on peut concéder à Biggest, c'est que c'était quand même un peu un ingénieur, un peu un codeur. Là, tu parles d'un mec qui sait même pas aligner deux planches pour construire la pagaie du bateau. Tu vois, littéralement, en vrai de vrai. Il a l'idée du bateau, l'idée de la pagaie, l'idée de l'héliport qu'il va construire sur ce bateau-là, mais jamais de sa vie, de ses mains, il mettra même un coup de vernis dessus. Tu vois? Et c'est là où tu vois la différence, pour moi, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais quand même, Bill Gates, il a fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en dehors de... il s'est mis en avant que pour Microsoft. Mais à côté de ça, il a fait plein de choses. Plein d'investissements, plein de choses. Et même sur... L'investissement. Ouais, mais même, j'allais dire, même sur Microsoft, il a créé le concurrent de Zoom qui fonctionne... Teams? Ouais, Teams, ça fonctionne Ouais. très, très, très bien. Mais c'est quoi Teams? Bah, c'est comme Zoom. Non, mais c'est quoi? Comment ça? Bah, c'est un système qui te permet de communiquer C'est avec... un logiciel. Ouais. Voilà. Ah, parce qu'il reste sur le logiciel, c'est pour ça. Oui, t'as peut-être raison. Oui, je comprends Voilà. ce que tu veux dire. Il m'aurait surpris Ouais. s'il aurait construit comme ce qu'ils ont essayé de faire Facebook là. C'est la petite machine qui te sert de station pour faire des appels vidéo. Je sais plus comment ils appellent ça. Ils ont sorti une espèce d'outil, c'est une espèce de comme des cadres numériques là, Ouais. avec une caméra. Ah oui, j'ai vu ça. Et tu appuies sur ta télé et tu peux parler directement avec Oui, les gens en j'ai caméra, vu. de grosse visio en fait. Après, j'avoue peut-être que leur vision, en tout cas pour Windows, c'est de rester sur le logiciel, ouais, effectivement. Bah, en tout cas, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Je dis pas qu'il sait. Je connais pas son parcours par cœur, je connais Ouais. pas le parcours de son entreprise par cœur, tu vois. Sachant qu'en plus, il a lâché à moitié les rênes il y a quelques années déjà, Oui, tu oui, vois. oui. Mais c'est sûr qu'il a essayé de s'éparpiller. Mm. Je dirais pas s'éparpiller, c'est négatif, mais en tout cas de. Parce que je pensais qu'on parlait de lui en tant qu'entrepreneur, et dans ce cas-là, il a beaucoup investi dans le médical, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait. Genre, il a son organisation Ouais, mondiale, là, ouais. où là, oui, en fait, il se met en avant, qui sont pas forcément de l'ordre tu vois, de ce qu'il fait ou ce qu'il faisait chez Microsoft. Microsoft, tu vois. Ouais. Tu vois. Mais, tu vois, c'est... Lui, je pense qu'il a transformé ce truc-là. Si on devait regarder ses steps, c'est entrepreneur, philanthrope. Sauf que sa philanthropie est très, très, très proche de l'entrepreneuriat, slash lobbying, slash... tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah ouais. Et donc, Mais du c'est là où coup, je te dis que c'est quand même. Pourtant, c'est un entrepreneur qui a réussi, qui a eu Mm. des bonnes idées et tout, hein. mm, mm. Mais c'est pas le même. C'est un- pas exactement le même Tu truc. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je Et vois. c'est là où je reviens à mon échelle Mm. et à mon tableau d'échelle de valeur de la créativité. Mm, mm. Il y a un truc différent. Mais Ça n'empêche pas de réussir aussi bien. Ouais, mais La preuve. pourtant, je te dirais qu'ils sont aussi créatifs. Pourquoi? Parce que les trois avaient et ont une vision du monde bien particulière. Ça, c'est vrai. Tu vois, Ça, et c'est même vrai. Bill Gates nous l'a montré là, au début du Covid. Ouais, C'est clairement, tu vois, ouais, ils réfléchissent le monde avec les gens qui ont un impact sur Ouais. ce monde. ça, c'est vrai. Et en ce sens-là, quand même, il est quelque part créatif. C'est vrai. Mm, mm, mm. Bon, on va devoir conclure. Ah, c'était cool, hein, C'était franchement. cool. C'était vraiment sympa. Pour conclure, déjà, j'ai une petite question juste avant Ouais, de dis-moi. conclure. C'est de tout ce que tu fais, du coup, Mhm. parce qu'on s'est un peu écarté de toi, on est parti un peu plus loin, on a parlé de nos idées plus que de toi, mais de C'est tout ça ce qui est que bon. tu fais, de quoi tu es le plus fier? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend déjà assez fier pour le dire? De tout ce que je fais. Bah, non, je suis fier de mon parcours en général. Je suis assez content d'avoir eu les expériences que j'ai eues et que je continue à avoir. En fait, je suis fier de pouvoir m'exprimer sur différents projets. Et je suis fier d'avoir des gens qui me font confiance en fait pour travailler sur leurs projets. Je pense que c'est la plus grande fierté. C'est que quelqu'un te confie son bébé et ouais, pour faire en sorte de le transformer. C'est ouf. Ok. Mm. Alors pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Vas-y. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori, toujours confondu. Matériel comme immatériel, ça peut être un livre, un C'est une stylo. question compliquée, C'est ça. une question très compliquée. Mon objet créatif préféré, ou je peux dire en ce moment, En ce moment, si tu veux. on m'a offert un tourne-disque, genre à l'ancienne, avec des vinyles. Et je kiffe. On m'a offert l'album de Lauryn Hill, on m'a offert l'album de Jill Scott, et on m'a offert le premier album de Nas, Illmatic. Et franchement, je me mets ça avec le petit crépitement, je peux commencer à créatif. Ok, un tourne-disque alors.
Ouais. Deuxième question. Une œuvre créative inspirante pour toi? Euh, Franchement, la dernière pour moi, c'est une que j'ai achetée. Du coup, c'est une peinture d'un peintre qui s'appelle Malik Robert, qui est fort. Je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Comment ça s'appelle? Malik Robert, Ok. carrément le pape, et aller visiter son truc. Et en fait, il faisait c'était son anniversaire, donc chaque année pour son anniversaire, il fait une sorte de discount, de réduction. Et donc, ouais, on va dire que c'est ça. Malik Robert, fort. Ok. Et la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Ah, de commencer, hein, tout simplement. Hein. C'est que ne pas rester sur j'ai envie de créer, mais de prendre son stylo et son papier et commencer à écrire ce qu'on veut faire. Et après, de passer très vite de j'ai écrit à quels sont les premiers steps, quels sont les premiers pas à faire pour pouvoir écrire. Et je rajouterai, enfin, pour pouvoir exécuter. Et je rajouterai un dernier truc, c'est que en réalité, quand on déshabille l'idée, il y a toujours une façon de la faire qui coûte pas cher. Et je vais te donner l'exemple parce qu'on me le donne tout le temps de l'application. Mais il me faut un tech, il me faut ci, il me faut ça. Et moi je dis toujours, bah non, regarde, ce dont tu as besoin, c'est de résumer ton idée en 5 lignes, de faire une newsletter que tu peux faire, ou comment on appelle ça, un questionnaire, tout simple, que tu vas envoyer à tous tes amis. Et ils vont pouvoir te dire si c'est une idée qu'ils utiliseraient ou pas, ou pas. Et ça, c'est ton premier pas en fait. Donc, en réalité, tu as deux pas. Tu as une marche invisible qui est ta peur, que tu dois passer. Et après, c'est ton premier pas qui va être celui de se dire, ok, bah, en fait, je peux commencer avec très, très, très peu. Et pour valider, entre guillemets, mon idée, eh ben, je peux déjà commencer par un questionnaire. C'est Donc, gratuit. faites-le et trouvez moyen de commencer à le faire. Exactement. Ok. Bah, merci beaucoup. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Yes, Je vais mettre dans la description les liens vers tes différents sites ça marche. Cool. pour que les gens voient ce que tu fais, ce que vous faites à trois du coup, parce que vous êtes trois quand même, il faut parler des autres pour leur Ouais, rendre ouais, hommage. ouais. On est deux sur deux projets et trois sur un autre. Ok. Donc, Bon, les gens iront voir ça. yes, bah, merci pour l'invitation. Et puis, bah, je continue à regarder les autres épisodes. Hein. Avec plaisir. Voilà, tu vois, et tu passeras chez nous un de ces quatre. Yes. À la prochaine. Ciao!